Bonsoir, merci à vous d'être là. Je suis particulièrement heureuse de me retrouver dans cette magnifique librairie de la Procure et d'y accueillir Stéphanie Brion. Stéphanie, donc tu as publié chez Actes Sud, c'est le 3e livre que nous avons la chance d'éditer, et les 2 premiers sont devenus, à l'issue de la première lecture, naturellement, des livres de chevet. Il s'avère que le 3e, c'est exactement le même syndrome qui se met en place, et finalement on a ici l'opportunité, grâce à ta présence, de réfléchir à comment, grâce à l'amour justement, récupérer un niveau de conscience sur ces sujets-là beaucoup plus aigus après qu'avant. Donc je vais faire durer un peu le suspense pour ne pas poser tout de suite la question que tout le monde attend, mais en revanche j'aimerais que dans un premier temps, si tu le veux bien, tu nous racontes un peu, parce que ça a une incidence sur le livre, ton parcours, toi, personnel, professionnel, et comment finalement ces 3 livres se sont enchaînés, parce que c'est pas anodin qu'ils aient été édités dans ce rythme-là, et j'aurais bien aimé que tu nous racontes cette première partie de l'histoire. Et je vous promets, après on passe à l'amour, mais on y est déjà quoi qu'il arrive. Merci Anne-Sylvie. Alors, comme tu ne t'es pas présentée, c'est Anne-Sylvie Bameul qui est aussi mon éditrice sur ces derniers livres, avec qui nous avons travaillé de concert pendant de longs mois. Et donc, oui, en effet, j'ai commencé ce partenariat avec Actes Sud par un livre sur le cerveau. Parce que ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de comprendre des êtres que nous étions devenus, justement, par la compréhension du cerveau. Parce que bien souvent, on est en mode, ce que j'appelle pilote automatique, c'est-à-dire qu'on a des réactions, on a des comportements, et on ignore que ce n'est pas issu du libre arbitre. Et quand on commence à se rendre compte de cela, et bien évidemment, notre perception change, et ça nous donne aussi davantage de choix. Donc mon premier livre chez Actes Sud était Guide du cerveau pour parents éclairés. Et on n'a pas besoin d'être parent pour le lire, parce que ça permet simplement de mieux comprendre, d'une part, l'enfance, et puis d'autre part les enfants qu'on a autour de nous, et aussi de savoir ce qui nous a, entre guillemets, prédéterminés. Je ne crois pas vraiment à la prédétermination, je crois qu'on peut la changer, c'est-à-dire qu'on n'est pas figé dans ces états-là. En revanche, c'est tout à fait explicable. Et dès qu'on peut expliquer, dès qu'on peut comprendre, finalement, on peut donner du sens. Et quand on donne du sens, et bien après, on a besoin de pouvoir libérer quelque part tout ce qu'on a accumulé au fil des ans. Et c'est pour ça que le 2e livre est sur la respiration et le souffle, l'incroyable pouvoir du souffle, parce que je me suis aperçue qu'une fois qu'on avait conscience, très bien, il fallait aller se mettre à travailler. Donc comment est-ce qu'on déprogramme, comment est-ce qu'on crée quelque chose de nouveau, comment est-ce qu'on va explorer davantage en mettant aussi notre cerveau sur pause ou en lui parlant et en le faisant réagir de la façon dont on souhaite, de façon consciente. Parce que le souffle et la respiration, c'est quand même une fonction autonome, mais à la fois dont on peut prendre le contrôle. Et quand on en prend le contrôle, eh bien, on peut avoir une incidence sur le fonctionnement de notre système nerveux, notre corps, on devient des petits alchimistes. Donc je me suis passionnée pendant plusieurs années sur le fonctionnement de la respiration, et je me suis aperçue aussi que quand on commence à faire la paix avec soi, c'est-à-dire qu'on a ces outils-là qui nous permettent de nous apaiser, de nous comprendre, de décider de nous mettre dans les meilleures conditions pour vivre, non pas à la merci des conditions extérieures, mais davantage en connexion avec notre intérieur, eh bien on peut accueillir quoi? L'amour. Et sans cela, nos vies sont trop encombrées, nos corps sont trop encombrés, notre mental est trop encombré, et c'est pour ça que ce chapitre 3 sur l'amour était assez logique, cette construction est assez logique du plus petit au plus grand, mais c'est pas fini, j'ai encore des idées derrière, ce ne sera pas qu'une trilogie, mais on part du cerveau donc et on s'ouvre à quelque chose petit à petit de plus en plus grand, voilà. Magnifique. Donc, on y vient, la question que tout le monde attend, Stéphanie, qu'est-ce que l'amour finalement? Est-ce qu'on peut le définir positivement? Est-ce qu'on définit en positif, en négatif? Comment finalement réussir à appréhender ce finalement pour lequel, la plupart du temps, au fil de nos vies, on a plutôt un immense point d'interrogation, accessoirement? Alors, à mon sens, l'amour n'est pas un sentiment, mais une énergie. Donc, comme j'ai décidé d'aborder l'amour par ce prisme-là, ça change tout. Les sentiments passent.
les sentiments ne sont pas toujours là. Et les sentiments, pour moi, sont les éclusiers de l'amour, c'est-à-dire qu'ils nous font prendre conscience que l'amour est là. Mais parfois, quand le sentiment n'est plus d'ouverture, eh bien, on se coupe de l'amour. Ainsi, quand on le perçoit comme une énergie, on n'est plus en quête d'amour, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus l'amour puisqu'on sait que l'amour est là. Toujours, tout le temps, toujours accessible. La condition est qu'on soit capable de le recevoir et qu'on arrive à catalyser cette énergie. Et je me suis intéressée donc à comprendre en quoi c'était une énergie, en quoi justement ça allait avoir un effet transformateur sur la santé, qu'elle soit mentale ou physique, sur notre façon de voir justement le monde, et comment est-ce qu'on fait, nous, êtres humains, pour s'ouvrir davantage à l'amour. Donc dans cette vision que j'estime plus quantique de l'amour, j'ai étudié pas mal la physique quantique pour justement comprendre les parallèles. Il y a un exemple entre la physique classique et la physique quantique pour moi qui est assez parlant. En physique quantique, ça s'appelle l'effet tunnel. Donc quand vous avez une montagne comme ça, et que vous voulez faire passer une balle de l'autre côté, sur l'autre flanc de la montagne, vous avez besoin d'énergie évidemment. S'il n'y a pas d'énergie, la balle elle va s'arrêter en route et puis elle va redescendre. Et c'est ce qui se passe quand on pense l'amour en termes de sentiment. C'est-à-dire que si à un moment, il n'y a plus d'énergie à mettre dans le sentiment, dans la relation, la balle elle redégringole. Et en physique quantique, la balle elle n'a pas besoin de cette énergie pour passer de l'autre côté de la montagne. Elle traverse la montagne. Donc l'amour est toujours là. Et on n'a plus besoin de cette énergie-là. On a besoin en revanche de cet art d'aimer, d'apprendre à aimer. À mon sens, l'amour ne fait jamais mal. En revanche, quand on ne sait pas aimer, eh bien ça peut être quelque chose qui nous fait mal, et on peut aussi se comporter de façon à faire mal. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour. Je pense qu'à partir du moment où on peut justifier des actes terribles sous prétexte qu'on aime trop, c'est insensé, ce n'est pas du tout cohérent, et de fait, ça banalise des choses, et ça nous donne une perception de l'amour qui est hyper anxiogène aussi, et qui est très inquiétante. Parce que, voilà, on a l'impression que c'est quelque chose qui peut nous échapper, qu'il faut préserver à tout prix. Non, si, tout est encore une fois dans notre gestion et notre propre gouvernance, c'est très différent. Et alors, dans le livre, justement, tu fais état de trois états de l'amour. Non pas des catégories, parce qu'on ne peut pas enfermer l'amour dans une boîte, comme tu l'écris d'entrée de jeu, mais en revanche, il y a plusieurs états. Et ça, c'est assez intéressant pour comprendre justement le rôle de cette énergie, si tu veux bien nous les décrire justement, et surtout leur enchaînement. Encore une fois, toujours dans mon travail, je mêle plusieurs disciplines. Donc je suis allée voir en termes de physique ce qui pouvait m'inspirer. Et plutôt que de catégoriser, donc comme on le faisait selon les Grecs, en disant qu'il y a l'amour amoureux, l'amour filial, et bien je me suis dit, oui, mais quand on catégorise, souvent on cherche une espèce de morale. C'est-à-dire qu'on ne veut pas tout mélanger parce qu'il y a des cases dans lesquelles on doit rester. Mais si finalement, on ne le voyait plus comme ça, et on se disait, tiens, c'est drôle, l'amour et la façon dont il passe à travers nous ressemble aux états de la matière. Donc, en comparant justement avec la physique classique, je me suis aperçue qu'en effet, il y avait un état gazeux de l'amour, un état solide, un état plasma et un état liquide. Donc, comme les 4 états de la matière. Alors l'état gazeux, qu'est-ce que c'est? L'état gazeux, c'est l'état qu'on ressent quand on est amoureux, quand on est plus contenu dans nos êtres. Justement, comme les gaz, comme ça, les atomes sont pas très liés entre eux, il y en a un peu partout, et on n'arrive pas à avoir véritablement d'unité. Quand on est très gazeux comme ça aussi, on s'aperçoit que notre neurochimie est particulière. C'est la neurochimie qui est liée à la libération de dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est lié à la potentialité et à l'excitation. C'est pas du tout le neurotransmetteur du plaisir. Souvent, on a tendance à parler du plaisir, mais non, c'est l'envie d'obtenir quelque chose. C'est l'excitation autour de ça. Donc c'est pour ça que cette neurochimie, elle est complètement liée à l'état gazeux, parce qu'on vit dans le futur, dans la potentialité. Ensuite, il y a donc l'état solide. Alors l'état solide, au contraire, il n'y a pas beaucoup de liberté entre les atomes. On voit que parfois, c'est même trop coincé. Donc dans l'état solide, on vit davantage dans le passé, dans le lien, dans la relation, mais parfois aussi dans le ressentiment, dans le reproche. Donc chacun a sa place dans la relation et tout est un peu figé. Il y a l'état plasma. Alors l'état plasma, pour moi, justement, c'est ces notions aussi de foi, de spiritualité, d'ouverture sur quelque chose de plus grand que nous. Et on a un amour inconditionnel, un amour universel. La plante, les êtres qu'on ne connaît pas autour de nous, voilà, on a cette ouverture du cœur. Et quand on vit l'état plasma, eh ben, c'est un état éternel. Et puis au milieu de tout ça, il y a l'état liquide, qui est un mélange de gazeux, solide et plasma, donc qui réunit l'excitation,
qui réunit la sécurité du lien de l'état solide, où on se sent bien parce qu'on sait qu'on est tranquille dans une relation. Et puis, il y a le côté inconditionnel qui nous est transmis par l'état plasma. L'état liquide est donc le seul état d'amour souhaitable qui va, dans notre neurochimie, justement absolument tout lier. On s'aperçoit que toutes les hormones sont là, tous les neurotransmetteurs. Donc ça nous amène aussi à avoir un équilibre très important. Et surtout, quand on pense l'amour de cette façon, il n'est plus de question de se dire est-ce que l'amour est là ou l'amour n'est plus là, mais de quel état est-ce que je manque en ce moment? Je suis trop ou je suis trop dans le solide? Bon, très bien. Alors comment je vais faire? Eh ben, je rajoute un petit peu de gazeux. Et puis on va aller détendre tout cela. Donc rajouter du gazeux, ça veut dire recréer de l'excitation dans la relation. Et c'est valable dans la relation avec tout le monde. C'est pas nécessairement dans la relation amoureuse. Donc comment on recrée de l'excitation? J'en parle aussi dans le livre. Comment on recrée cette neurochimie-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que on est très dupe de ce que notre cerveau, notre corps, les besoins de notre système nerveux nous poussent à faire, nous amènent à ressentir. Vraiment, nos sentiments sont ces exclusiers-là qui amènent de l'information, mais souvent, les sentiments, ils partent d'une biologie, d'une neurochimie, et pas nécessairement du cœur. Donc il faut apprendre aussi à faire le distinguo comme ça entre cette espèce de justesse du cœur et ces sensations et ces besoins qu'on a d'assouvir. Et puis, je voulais dire aussi sur l'état, le fait qu'on ait tous ces états de la matière. Quand je disais qu'il n'y avait pas donc, ces notions d'amour familiaux, de romantique, c'est aussi parce que finalement, on voit que quand on accueille un nouveau-né, par exemple, la neurochimie dans le cerveau, elle est exactement similaire à celle de quand on tombe fou amoureux. Donc c'est pas dissocié, c'est pareil, ça nous met exactement dans le même état. Donc pourquoi différencier ces types d'amour? Ben non. Parce que les états sont similaires. Quand on est une mère et qu'on est très connecté à son enfant, eh bien, c'est aussi similaire que quand on a une grande épiphanie, quand on a cet amour inconditionnel. Voilà, il se passe la même chose dans le cerveau, il se passe la même chose dans le système nerveux. Et donc tu parles d'énergie, on sait que l'énergie est reliée quand même au physiologique. J'avais envie, parce que ce soit dans le livre sur le souffle ou là dans l'amour, c'est un ouvrage qui propose quand même pas mal d'exercices. Parce que, effectivement, de là à dire que c'est comme un muscle qu'il faut l'entraîner, mais c'est quand même, on n'est pas très loin de la chose. Et notamment, à un moment donné, tu pointes le rôle prééminent du nerf vague dans notre corps, dans cette capacité à accueillir l'amour. Peut-être serais-tu d'accord pour proposer aux personnes qui sont là cette petite expérience? Je vous rassure, ça fait pas mal, bien au contraire. Et je te laisse. Alors oui, on va faire ça, on va s'occuper d'activer votre nerf vague. Et puis après, je vais vous farcir la tête avec des poussées profondes. Donc, eh bien, les personnes qui sont là et les gens voient qui ont assisté à mes workshops de souffle ont travaillé cet exercice-là. Donc, vous allez mettre vos mains derrière votre tête, s'il vous plaît, au niveau de l'occiput. Donc, c'est en bas de votre crâne. Donc, vous croisez vos bras, comme ça. Et puis, vous allez regarder devant vous. Et là, vous allez regarder sans bouger la tête, sur la droite, en tirant les yeux le plus loin possible. Loin, 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 loin. Et vous restez comme ça et vous essayez de tirer loin. Vous ne bougez surtout pas la tête et vous tirez le plus loin possible. Et vous restez encore, vous êtes patient. C'est normal que vous soyez peut-être un peu dizzy, un peu... J'en suis. On continue encore quelques secondes. On va compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, vous allez amener votre regard sur la gauche en tirant le plus loin possible encore à gauche, sans bouger la tête. Surtout, vous ne bougez pas la tête. Et vous restez comme ça. Encore quelques secondes. Tirez, tirez, tirez. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, vous pouvez arrêter. Et là, on a activé votre système parasympathique, donc le système qui est lié à la décontraction, et votre nerf vague. Oh, je vois des petites têtes bien heureuses.
C'est charmant. Mais de faire ça, en fait, ça crée la disposition pour créer des connexions avec les autres. C'est-à-dire que vous recréez de la sécurité dans votre corps, par le biais de votre système nerveux, parce que vous avez envoyé justement un message et votre cerveau va aussi créer derrière une neurochimie. Donc pourquoi c'est essentiel? Alors moi, ce qui m'a fasciné dans la découverte du lien entre le nerf vague et l'amour, c'est grâce à un scientifique de Stanford qui l'appelle le nerf de l'amour. Il a mené des expériences et il s'est aperçu qu'en fonction de l'activation de ce nerf vague, donc le nerf vague, c'est le 10e nerf crânien. Il innerve tous nos organes, donc il est vraiment connecté à tout le fonctionnement de notre corps. Il part du bas de notre crâne et il innerve donc le cœur, les poumons, le thymus, le système digestif. Il est donc indispensable à notre bien-être et aussi à notre façon de nous engager dans le monde et à pouvoir connecter avec les êtres humains autour de nous. Il y a un autre neuroscientifique américain qui s'appelle Stephen Porges qui lui a évoqué ce qui s'appelle la théorie polyvagale. Donc il a montré que le nerf vague avait deux branches. Il a une branche qui est liée à l'immobilisation, qui s'appelle la branche dorsale, et une branche qui est liée au mouvement, qui s'appelle la branche ventrale. L'immobilisation, pourquoi? C'est quand vous dormez, par exemple, vous êtes dans un état de relaxation, mais vous êtes immobilisé, vous ne pouvez pas bouger. Quand vous avez un orgasme, vous êtes immobilisé d'une certaine façon. Quand vous allaitez, vous êtes immobilisé d'une certaine façon et vous êtes dans ce mode de décontraction. Et c'est très bien l'immobilisation. Et puis, vous êtes décontracté aussi quand vous jouez, quand vous avez des interactions sociales qui vous font plaisir avec des gens que vous aimez. Et là, donc, il y a le mouvement qui se crée et vous êtes en mode ventral quand vous riez. Mais parfois, vous êtes en mode décontracté et dans l'immobilisation, même quand vous devez connecter avec d'autres êtres humains. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable d'engager. Vous êtes pourtant relaxé, mais vous n'avez pas enclenché le système « je suis là, je suis avec le monde ». On voit beaucoup ça avec les enfants très anxieux aussi à l'école, qui n'arrivent pas à apprendre, parce que même s'ils sont calmes, ils ne sont pas engagés. Ils sont coincés dans cet état de relaxation du nerf vague, voilà, qui est en état dorsal. Et donc, la première des choses dont on doit s'assurer, c'est que justement, on va être capable de recevoir, on va être capable d'entretenir la relation. Et pour en revenir au neuroscientifique de Stanford, il a donc mené des expériences en se disant, bon, très bien, on va aller voir justement de quelle façon est-ce que ça change les relations les uns aux autres. Et après des exercices qui activaient le nerf vague, il s'est aperçu que quand on se sentait très séparé d'êtres qui, par exemple, n'avaient pas du tout les mêmes visions politiques que soi, qui même commettaient des actes atroces, c'est-à-dire il a testé avec des terroristes et le niveau de compassion qu'on pouvait avoir, eh bien notre niveau de compassion et de connexion avec les autres, même s'ils sont très différents de nous et si parfois on peut vraiment les condamner d'un point de vue très ferme, eh bien on s'aperçoit qu'on est beaucoup plus proche quand le nerf vague est activé. Donc on a besoin de créer évidemment cela pour améliorer nos relations. Et d'autre part, pour notre santé, c'est absolument impératif. Et on voit que quand on nourrit de relations saines, de sentiments d'amour, eh bien, ça va aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça va l'entraîner à fonctionner de mieux en mieux. Et en fait, ça me fait penser à une parole que tu relates, et c'est d'ailleurs le point de départ du livre, qui est cette discussion, cette parole que nous a ramenée d'Afrique du Sud, de Riaz Motara, qui est neurologue, si je me souviens bien. Cardiologue, et qui, justement, met en parallèle, en tout cas en face à face, l'amour et la peur. J'ai l'impression que ça se lie, justement, avec cette idée du nerf vague et cette capacité d'accueil, en fait. Comment il les articule, finalement? Eh bien, j'allais le rencontrer pour un documentaire que je tournais sur le souffle, et donc il me dit, il y a deux choses dans la vie, deux choix. L'amour ou la peur. Et ce jour-là, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Parce que j'avais entendu ces notions très régulièrement, mais pour autant, ça n'avait pas fait écho comme cette fois-là. Et je me suis rendu compte qu'en effet, quand on prenait cette boussole, dans tous les choix qu'on avait à faire dans la vie, qu'on se disait, mais cette décision, je la prends par amour ou par peur? Qu'est-ce qui me mène? Est-ce que je suis dans la justesse ou est-ce que je suis dans la crainte de quelque chose? Parce que l'amour, c'est quand même lié très clairement à la justesse. Pas à la gentillesse et pas au bienfait. Souvent, on croit bien faire, mais si on n'est pas juste et qu'on n'est pas accordé à soi, on ne fait pas véritablement bien. On n'est pas véritablement dans l'amour. On est parfois dans la culpabilité, et ça, c'est la peur. Donc, quand on commence à envisager justement le monde dans lequel on vit, toutes les décisions qu'on peut prendre en se demandant si c'est un choix d'amour ou de peur, eh bien, tout change.
Et l'opportunité qu'on a de vivre davantage en harmonie avec soi, évidemment, est améliorée. Et donc aujourd'hui, est-ce que tu pourrais justement nous donner quelques exemples qu'on mesure, comment on peut mesurer finalement quand j'évalue la réponse que je donne à une question qui m'est posée ou un choix que je me donne dans la vie, comment je peux arriver à déceler si finalement j'ai choisi par peur ou par amour. Alors, souvent, c'est quand on est confronté à des phrases de type « je n'ai pas le choix ». Mais je n'ai pas le choix, ça nous amène à quelque chose un peu en négatif. Donc ce que je propose, c'est de tester la phrase « mon cœur me guide vers » et de voir si ça marche. Donc, par exemple, si vous prenez un travail, et vous pouvez vous poser la question « mon cœur me guide vers ce travail » ou est-ce que je n'ai pas d'autre choix que de prendre ce travail parce qu'il faut que je fasse vivre ma famille, parce que de toute façon je pense que je ne vois absolument pas mieux et que je ne trouverai jamais le boulot de mes rêves en lien avec mes envies profondes, ou qu'est-ce qui vous motive? Et quand vous mettez la phrase « mon cœur me guide vers », vous vous apercevez si c'est cohérent ou non. Je donne l'exemple par exemple, je paye une maison de retraite pour mes parents, est-ce que c'est mon cœur me guide vers le fait de payer une maison de retraite pour mes parents parce que je suis heureux de pouvoir leur rendre aujourd'hui ce qu'ils m'ont apporté, ou mon cœur me guide vers la maison de retraite, ou la peur me guide vers la maison de retraite parce que je sais que si je ne paye pas je vais culpabiliser et quand même je ne peux pas être cet être humain là. Et donc parfois on n'est pas les êtres qu'on voudrait être, mais il faut réapprendre à se voir tel qu'on est, parce que je crois que ça crée beaucoup trop de dichotomies. C'est comme la générosité. Il y a des gens qui sont très généreux, mais ça ne vient pas du cœur, donc qui vont donner de leur temps, mais ils sont dans le devoir, et quand on est dans le devoir, on est mené par la peur, parce que si on ne remplit pas son devoir, il va y avoir des conséquences. Donc on est à l'inverse de l'amour, on est à l'inverse de l'aspect inconditionnel. Et aujourd'hui, justement, on voit que la peur est quand même, prédomine dans beaucoup de dispositions, justement. Comment arriver à traduire finalement un peu cette... comment remettre finalement ce lien à l'amour un peu au cœur de nos projets, de nos sociétés? Je pense qu'il faut aller explorer la peur, et justement on ne l'explore pas assez. C'est intéressant parce que pour la sortie de ce livre, il y a aussi ça déchaîne des passions. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent l'amour, mais n'importe quoi, de quoi parler. Donc on voit plein de choses qui émergent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire très bien, quelle est la peur en fait derrière tout ça? Parce qu'on a tous la même peur. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on craint peut-être d'être contrôlé, qu'on nous amène à des pensées, qu'on nous remplisse la tête, avec des choses qui... Et donc, si on s'aperçoit qu'on partage la même peur, on peut en parler, parce qu'elle nous divise quand c'est la peur, et on peut la dissoudre, et puis soudainement basculer dans quelque chose qui va nous remettre ensemble. Parce qu'on est vraiment dans un monde très très séparé. On n'a jamais eu, je pense, autant d'affrontements dans nos pensées, quoi. C'est très clivé. En plus, le monde médiatique, les réseaux sociaux ne font que accentuer cet aspect-là, parce que quand vous êtes sur des réseaux sociaux, vous ne recevez que ce qui est en lien avec ce que vous aimez, donc vous creusez l'écart avec les autres, et puis on a l'impression que certains ont compris des choses et d'autres n'ont pas compris. On est beaucoup dans le rejet et l'opposition. Donc, à mon avis, une façon d'aller à l'amour, c'est d'aller explorer la peur et de ne pas avoir peur de la peur. Il n'y a pas de problème avec la peur, en fait. Il faut arrêter de se dire qu'elle nous handicape. Ce que je dis dans le livre, c'est que la peur, il faut lui faire une place dans la maison. Il faut lui créer sa chambre. Parce que si on ne lui crée pas sa chambre, elle va prendre possession de toute la maison. Et en ce moment, c'est beaucoup ce qui se passe. Donc, de faire face à la peur, quelle qu'elle soit, de pouvoir en parler, d'échanger. On a tous des peurs, et pas au même degré, pas au même domaine. Et on peut s'apporter beaucoup là-dessus. Un des points, justement, qui va peut-être déterminer en fait notre niveau de peur, la façon dont on pose les curseurs, tu évoques la notion de lien d'attachement. Comment ce lien se crée pour soi-même enfant, et comment il est constitué finalement, et malgré tout, la façon dont il s'est construit va, non pas déterminer, parce que je sais que tu n'aimes pas la notion de détermination, parce qu'on peut y agir, mais en tout cas conditionner d'une manière d'une autre notre relation à l'amour, justement, et notre relation à l'autre surtout. Ça m'a fascinée quand je me suis aperçue que justement mon attachement que j'avais créé pendant mon enfance avait totalement conditionné ma vie amoureuse, et que je n'avais aucune liberté, que c'était très très visible ce que j'avais vécu dans ma vie amoureuse, ma façon de penser et
les remarques que je pouvais même me faire sur les êtres qui partageaient ma vie. Donc nos attachements d'enfants vont teinter toutes nos relations amoureuses, jusqu'au jour où on en devient conscient. Alors les attachements d'enfants, qu'est-ce que c'est? C'est John Bowlby, qui est un psychiatre anglais, qui a montré ça dans les années 50. C'est la relation qu'on entretient avec la personne qui s'occupe le plus de nous, donc notre référent relationnel. Et il y a plusieurs types d'attachements. Il y a un attachement qui est l'attachement anxieux, donc qui est créé pendant l'enfance parce que ou on a des parents qui nous surcouvent, qui sont trop proches de nous, ou au contraire parce que non, ils sont pas du tout là. Et ça fait supposer à l'enfant qu'il n'est pas capable de prendre soin de lui, il n'a pas confiance en la relation. L'attachement évitant, alors ça c'est un attachement qui se développe souvent justement avec des parents qui vont faire davantage attention au monde extérieur qu'aux besoins nécessaires de l'enfant. Les évitants sont des faux êtres autonomes, c'est-à-dire qu'ils pensent que ils peuvent très bien se débrouiller, mais en fait c'est parce qu'ils ont subi une espèce de négligence. Donc on les laissait très en charge de beaucoup de choses, ou ils étaient aussi face à des parents qui n'avaient pas la capacité émotionnelle d'être là pour eux, donc ils savaient qu'il fallait qu'ils gèrent leurs propres problèmes seuls. Il y a l'attachement désorganisé. Alors les attachements désorganisés, ils sont générés souvent par des traumatismes pendant l'enfance, des abus, des parents qui sont dans les addictions, les violences. Et enfin, il y a l'attachement sécure, qui est l'attachement souhaitable, et qui est donc un attachement où l'enfant sait qu'il est vu, qu'il est considéré, qu'il est en sécurité. Son parent est une figure qui représente pour lui un espace où il peut grandir en parfaite sécurité. John Bowlby, pour initialement comprendre ces mécanismes d'attachement, avait fait le test des enfants qu'on déposait à la crèche ou dans un établissement et qui étaient donc confiés à un étranger, de voir comment est-ce qu'ils réagissaient à la séparation et au retour du parent. Donc l'attachement sécure, l'enfant à la séparation, il est triste, mais très vite il se calme dans les bras d'un autre adulte. Et quand le parent revient, il vient lui faire la fête et très vite il repart jouer. Donc en fait il est tranquille à tous les degrés, même s'il subit la peine de la séparation. Mais ça n'altère pas son fonctionnement. L'évitant, par exemple, il part, il pleure pas, tout va bien. Mais il fait semblant que tout va bien, il prend sur lui. Et le désorganisé, quand le parent revient, il va s'attaquer à lui, le taper, voilà, parce que son entité parentale est aussi à la fois normalement de la sécurité, mais aussi une source de violence et de peur. Donc il est complètement perdu. Et quand on est adulte, eh bien figurez-vous que justement, dans nos choix de partenaires de vie, dans nos choix et notre croyance de la relation, donc des liens qu'on entretient avec autrui, eh bien c'est ça qui prime. Et donc vous allez être un évitant qui va être un faux autonome très indépendant, qui va potentiellement vivre avec quelqu'un qui part régulièrement en voyage. Ça lui va très bien. Mais c'est pas que ça lui va très bien, c'est qu'il s'est construit sur ces modes-là. Un anxieux qui va toujours être en quête de savoir si le lien est toujours là, si la relation va pas s'arrêter demain et qui n'a pas reçu suffisamment de preuves d'amour. Mais encore une fois, il n'en peut rien, c'est son mécanisme et c'est son système nerveux qui fonctionne comme ça. C'est un vrai besoin d'ordre physiologique. Le désorganisé qui va vivre les montagnes russes émotionnelles, qui un coup vous aime, un coup vous déteste. Et puis le sécure, tranquille, lui qui est prêt à tout vivre. Quand il y a un problème, on a une conversation, on en parle, ça ne met jamais en péril la relation. Ça c'est fascinant justement dans le lien de relation, c'est que l'attachement sécure, que vous soyez parent avec un attachement sécure, que vous soyez amoureux avec un attachement sécure, ami avec un attachement sécure, jamais vous ne mettez en péril la relation. Il peut se passer n'importe quoi, vous pouvez toujours en parler calmement et réparer. Et malheureusement, les êtres des attachements sécures ne représentent que 50% de la population. Ce qui veut dire qu'on est quand même très nombreux à avoir des attachements dits insécures. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on comprend tous ces mécanismes, on peut changer d'attachement. Alors le processus est long. On voit que justement, des scientifiques ont montré, des chercheurs, qu'on mettait à peu près 4 ans pour changer d'attachement, pour se reparenter quelque part. Et une fois que vous faites cela, finalement, vous n'entretenez plus du tout les mêmes relations. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les mêmes personnes dans vos vies, mais les relations ne sont plus du tout les mêmes, parce que votre perception elle a changé, et vous-même, vous êtes une espèce comme ça d'ancrage puissant et très rassurant pour le monde environnant. Finalement, on devient son propre parent. Oui. Rêver, en quelque sorte. Mais les Américains appellent ça reparenting, c'est une tendance très forte. Donc il y a des cours pour apprendre à se reparenter. Donc vous donnez ce que vos parents n'ont pas su vous donner et réparer justement le traumatisme. Et on voit que quand on travaille sur ces notions d'attachement, on répare un attachement qui n'a pas été là. On se remet en sécurité.
Et donc quand on parle effectivement d'attachement insécure, naturellement, en droite ligne, et c'est un point que tu soulignes, c'est les maladies d'amour, et tu pointes bien le mal à dit, donc cette espèce de décomposition finalement des différents drames de l'amour, qu'il faut là aussi apprendre à regarder un peu avec des grands yeux, sans trop de sentiments justement pour y faire face. Oui, il faut le voir de façon un peu comme ça qu'on coupe au scalpel. Quand on vit des relations compliquées à répétition, on va chercher quelque chose. On va chercher quelque chose qu'on connaît. On va chercher quelque chose à laquelle on est habitué, bien sûr. L'amour, il faut considérer que c'est une drogue, hein, l'amour amoureux. Notre cerveau y répond comme une drogue. On compare justement le cerveau de quelqu'un qui est amoureux à quelqu'un qui a des troubles obsessionnels compulsifs. Il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire que plutôt que d'aller vérifier 500 fois que vous avez bien fermé le gaz, vous allez vérifier que vous n'avez pas eu de message, vous allez regarder les photos, donc vous êtes complètement fébrile comme ça, mais c'est parce que ça se passe comme ça dans votre cerveau. Et quand vous vivez une séparation, mais puisque vous étiez drogué, il faut faire la détox. Et donc c'est compliqué, parce que votre cerveau, il a besoin d'aller à nouveau vers l'image de cet amour, même si qui n'existe plus aujourd'hui dans votre présent, pour se faire du bien dans un premier temps, pour se ramener son petit shoot, comme quand on quitte une addiction. Il y a tout la notion de sevrage, et c'est à prendre en considération, parce que c'est très 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 violent. Et les maladies d'amour, oui, il y en a de nombreuses, on n'y réagit pas tous de la même façon, mais on voit en tout cas que quand on est dans des situations qui nous abîment, c'est ce que je dis, c'est que parfois il y a une lettre en trop, aimer devient abîmé, eh bien ça vient aussi nous dire des choses beaucoup sur nous, sur notre propre blessure narcissique. Parfois quand on accepte des amours fous comme ça qui nous envahissent, eh bien c'est parce qu'on va remplir quelque chose et qu'on est aussi addict à ce sentiment fou d'amour, même si après c'est le cataclysme, on a besoin à nouveau de repartir là-dedans. Mais il faut considérer qu'on peut avoir des vies très mouvementées avec des gens, avec des attachements sécures. On peut avoir l'excitation et la sécurité, c'est possible, parce que souvent on a l'impression que sinon c'est morne, qu'on s'ennuie. Mais non, les deux sont valables et possibles. Et donc justement, c'est la troisième partie du livre sur ce que tu appelles la maîtrise de l'amour. Alors ça, c'est carrément une promesse. Comment ça marche ? Alors, je me suis dit, bon, très bien, si il y a une façon de maintenir cet amour liquide, quelle est-elle ? J'ai plutôt travaillé en déconstruisant, c'est-à-dire, plutôt que de dire, je vais vous donner la recette miracle, non, je vais vous dire tout ce qui vient entraver l'amour. Donc, je me suis intéressée à tout ce qui crée, justement, la rupture dans la relation. Quand la relation est abîmée, l'amour ne circule plus. On n'a plus la capacité de recevoir. Donc, une des premières choses, par exemple, à apprendre, c'est à se disputer. Il y a un chercheur américain absolument génial qui a créé un laboratoire qui s'appelle le Love Lab et qui a étudié des milliers de personnes dans ce qu'il appelle la discussion conflit. Donc, il avait recréé un faux appartement. Il y avait des caméras absolument partout dans l'appartement. Et en plus des caméras, il y avait des capteurs pour avoir à la fois les battements de cœur, voir tout le système hormonal, ce qu'on déclenchait et à quel moment. Donc il avait des mesures sur tous les aspects. Et il a voulu créer un algorithme. Et il a travaillé avec un mathématicien champion de l'algorithme pour dire comment est-ce qu'on va pouvoir anticiper ce qui va se passer après dans la dispute. Donc il a créé son algorithme et surtout il est sorti avec une conclusion, c'est que l'avenir d'une relation et le bien-être d'une relation peut se prédire aux 3 premières minutes de dispute. Donc la façon dont vous vous disputez vient dire si votre relation justement va être heureuse et joyeuse. On ne va pas parler de durée, hein, parce qu'on sait qu'il y a des relations très très longues et qui ne sont pas heureuses ni joyeuses. Mais la qualité, elle se jauge ainsi. Pourquoi ? Parce que en fait la dispute, elle doit se jouer dans une zone qui est une zone verte. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais être dans l'agression, on ne doit jamais être dans la méchanceté, on doit demeurer toujours dans la gentillesse. Et, parce que sinon, je crois que c'est un élément négatif pour... attendez. Le ratio, c'est qu'il ne peut pas y avoir plus de 2 éléments négatifs sur 5. On a l'impression souvent que s'il y a une petite chose positive, ça va rééquilibrer, mais en fait non. Et ce qui veut dire que ça abîme notre système nerveux à ce moment-là, c'est que vous créez de la coupure. Et si vous ne faites pas de la réparation, et la dispute elle sert à ça en fait, elle sert à réparer, parce que quand on rentre dans une
dispute, c'est qu'il y a eu une petite entorse au pacte relationnel, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et donc la dispute doit servir à réparer et non pas à aggraver la situation. Et penser ces notions en termes de réparation, c'est pour ça que justement, c'est très lié à l'attachement. Un sécure, il est capable de réparer. Parce que comme ça ne lui fait pas peur, il y va, il peut aller au fond des choses et se dire, ok, comment est-ce qu'on transforme? Et puis il y a un conseil qui m'a été donné, qui est génial par Gay Hendricks, du 200% de responsabilité. Donc dans tout conflit, c'est pas du 50-50, c'est pas à 50% des torts chacun. C'est 100% de responsabilité chacun. Donc l'idée n'est pas de savoir qui a tort mais qui a raison, c'est de savoir comment chacun peut changer à son échelle pour transformer la situation. Donc à chaque fois que vous prenez 100% de responsabilité, déjà, vous entrez dans une dimension très différente. C'est important. Comme on l'a vu, ce livre est publié dans une collection qui s'appelle la collection Domaine du possible, qui n'est pas du tout une collection de développement personnel, mais bien au contraire, une collection qui a vocation, qui s'est créée au lendemain avec le film Demain de Cyril Dion, avec l'idée de se dire comment on change les choses en fait, plutôt que de s'accabler de tous les maux de la planète. Il y a effectivement des personnes qui nous aident à penser positivement les choses, etc. Et cet ouvrage prend toute sa place dans cette collection parce qu'effectivement c'est un projet de société en soi finalement, remettre l'amour au cœur de nos dispositifs. Et tu portes un exemple notamment dans une entreprise, un entrepreneur qu'on a eu la chance en plus d'éditer, Andras, qui le raconte finalement dans son livre Libérer l'entreprise, qui a décidé en fait de façon assez saugrenue de mettre l'amour au cœur même de son entreprise. Tu peux nous raconter un peu cette expérience? Absolument, mais les entreprises sont, vous savez, il y a la responsabilité morale. Donc s'il y a la responsabilité morale, c'est que l'entreprise est un être en soi. Et il y a une culture d'entreprise, mais aussi une âme d'entreprise. On a besoin que tout le monde fonctionne ensemble. Donc il y a le mental, qui est la direction, il y a le corps, qui sont les êtres qui mettent en œuvre les décisions de la direction, et puis il y a cette âme supérieure qui doit être infusée. Et l'âme, c'est quoi? C'est l'amour. Quand l'amour circule dans l'entreprise, ça donne du sens justement à notre entreprise, à pourquoi on est là. Et donc Pierre Mantras, oui, met au cœur l'amour de ces... je ne sais plus combien de milliers de salariés il a, mais c'est un nombre colossal. Et donc il s'intéresse à l'épanouissement des salariés, c'est-à-dire que les salariés ont des crédits épanouissement. Donc ils peuvent décider ce sur quoi ils ont envie de travailler dans leur existence pour s'améliorer. Alors ça peut être des choses qui les soulagent, simplement même d'avoir accès à des massages, des choses comme ça, ou des formations particulières dans tous les domaines dont ils ont envie. Et aux États-Unis, c'est plus quelque chose de curieux, parce que souvent les Américains ont des aspects un peu complexes, mais sur ce genre de thématique-là, ils n'ont pas vraiment peur, puisque déjà, la foi est beaucoup au cœur de la politique. Sur les billets de banque, il y a quand même écrit « In God we trust », donc nous croyons en Dieu. Donc c'est quelque chose qui est quand même au cœur de ce qu'ils sont. Et Joe Biden, quand il a été intronisé, il a fait clairement un discours sur l'amour. Il a parlé de comment est-ce qu'il voulait réunir l'Amérique, comment il voulait restaurer l'âme de l'Amérique. Et aujourd'hui, il y a des courants politiques américains qui ont pris l'amour comme thème central. Il y a des députés qui ne parlent que d'amour et qui mettent ça dans tous leurs discours. Même Lula, je l'ai entendu faire un discours avant sa réélection en évoquant cette notion d'amour, qu'il fallait prioriser l'amour. Je crois que tant qu'on a une vision un peu... où justement on le voit comme un sentiment, on ne peut pas considérer que ça va avoir sa place ni dans l'entreprise ni dans la politique, parce que ça semble très béni oui ou complètement vaporeux. Mais si on ne le voit plus comme ça et qu'on se dit que c'est l'opposé de la peur, par exemple, soudainement ça a du sens. Donc ça nous amène aussi à nous poser la question de comment est-ce qu'on fait pour galvaniser autour de l'amour. Marianne Williamson, qui est une politique américaine, elle dit un truc très juste. Elle dit, mais regardez, autour de la peur, quand même, comment on a réussi à créer des courants politiques. Comment on a fait Hitler? C'est la peur. Et si on arrivait à faire la même chose avec l'amour, parce qu'il n'y a pas de raison que l'énergie de la peur, alors elle est plus facilement acceptable par l'esprit humain, parce que naturellement, notre cerveau, il va plus vers ce qui fait mal que vers ce qui fait du bien. On a une tolérance au bonheur assez limitée. Quand vous voyez par exemple le sucre, vous allez plonger dedans, même si vous savez que ça ne va pas vous faire du bien, mais votre cerveau il a cette appétence, donc il y a une plus grande appétence pour la peur, mais à nous de réentraîner justement nos façons d'être pour avoir plus d'appétence pour l'amour. Et dans l'entreprise, il y a beaucoup de choses à faire en termes de RH, en termes de prise de conscience et de cohésion. Et encore une fois, être dans cette unité-là, c'est essentiel. Il y a beaucoup de gens qui quittent leur métier aujourd'hui parce qu'ils ne trouvent plus de sens.
Et je crois qu'il pourrait encore trouver du sens si l'entreprise avait une âme, que c'est pas juste une histoire de ne pas être au bon endroit. Bon, il y a aussi une étude, enfin il y a tellement de choses dans ce livre, mais sur le fait qu'on change de personnalité quand on est au travail, c'est-à-dire que la moralité qu'on va... Vous éteignez les lumières, je vous ennuie, il faut les concentrer. On change vraiment de morale quand on est dans le cadre du travail, donc on laisse passer des choses qui n'aurait pas eu lieu si on était dans le cadre de la famille, par exemple. Donc on accepte de vendre son âme au diable sous prétexte qu'on va gagner de l'argent. Donc là aussi, on a quelque chose à réunir. Merci Stéphanie. Je me dis qu'après tout ça, on peut peut-être passer à une phase de questions-réponses, parce que j'ose imaginer que ça fait circuler plein de choses. Ça met beaucoup de pression en général quand on dit ça, personne pose de questions. Mais donc voilà. Donc, avez-vous des questions pour poursuivre les échanges? Non, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé, bien entendu. Alors peut-être une dernière, moi je vais la poser. Tu parles à un moment donné d'un questionnaire infaillible et le regard. Ouais. Tu peux nous en dire plus? Parce que ça fait partie des exercices en quelque sorte qui sont présents tout au fil du livre. Mais celui-là, il est quand même, quand on y arrive, on se dit « Ah ouais !» Alors, il y a la liste des 36 questions qui font tomber amoureux. Et ça marche à tous les coups. C'est un questionnaire qui a été mis au point par des chercheurs, qui a été testé mais sur des milliers de personnes. Et en effet, ça crée les conditions de l'intimité. Parce qu'en fait, ces questions sont là pour qu'on se dise des choses où vraiment on se dévoile. On ne se parle pas de la pluie et du beau temps. On est obligé de donner de soi. Et donc de créer cette bulle comme ça. Quand on montre en intimité, très vite, on est en cœur à cœur. Et on fait des expériences, et on en a fait une avec Anne-Sylvie justement à Arles, sur une place publique, où j'ai demandé à la foule de se réunir et de se regarder dans les yeux pendant plusieurs minutes, sans rien se dire. Et ce questionnaire, il termine par ce contact des yeux. Et quand vous regardez quelqu'un dans les yeux sans lui parler, l'effet est ultra puissant. Donc ça, c'est quelque chose à conserver en permanence, c'est toujours maintenir ce regard avec les êtres que vous avez autour de... On ne peut pas ne pas être en amour, en fait, quand on regarde les gens dans les yeux. C'est pas possible. Et tout tombe. Et voilà, c'est super puissant, donc utilisez-le et faites ce questionnaire, testez-le avec vos amis, les membres de votre famille. Ça fait changer les relations, ça. Justement, ça liquéfie, on retrouve l'amour liquide. Grâce à ce questionnaire, c'est formidable, on n'est pas obligé de toutes les faire d'un coup, parce que 36 c'est quand même un peu long, mais quelques-unes que vous pouvez prendre au fur et à mesure. Bah écoutez, merci beaucoup. Bah, merci Anne-Sylvie, merci à Actes Sud en tout cas pour la confiance, et puis merci à la Procure de nous avoir reçus ce soir. C'est un joli moment, puis je suis contente parce que je retrouve mon quartier de cœur, je vais m'installer pas très loin de chez vous, donc